Salut Nicolas, comment ça va? Salut, ça va très bien, Goven, et toi? Écoute, ça va super, je suis vraiment très content de te recevoir ici. Ça fait un moment qu'on parlait, voilà, de parler de tout ça. On a travaillé pendant très longtemps ensemble. Oui, Et voilà, donc aujourd'hui, j'aurais voulu que tu nous parles un petit peu de comment écrire un article, comment structurer un article. Voilà, j'aurais aimé oui. aussi que tu te présentes aux internautes. Alors, je me présente, je suis Nicolas Juban. J'ai également un autre nom qui est Israël Tavor, parce que j'ai vécu quand même pendant quelques années en Israël. Et donc, j'ai écrit indistinctement sous les deux noms. J'ai créé des blogs, j'ai mis en place des lignes éditoriales pour des sites. J'ai participé à des sites de lifestyle en Israël en particulier. Donc voilà, ça fait maintenant depuis 2017 que j'écris à temps plein. Et ça fait depuis 2014 que j'ai commencé à écrire et à développer des techniques d'écriture. Et bien sûr, j'ai pris également des cours, on apprend tout le temps, d'autant plus qu'avec Google et les algorithmes, il faut se mettre constamment à jour des nouvelles avancées concernant la manière dont on peut mieux se référencer grâce à Google. Exactement, on parle de l'importance du branding, on parle de l'importance, pardon, de travailler son contenu sur Internet. Aujourd'hui, Nicolas, comment on doit structurer un article de blog donc sur notre site Internet? Alors, il y a plusieurs étapes à mettre en place. Lorsque l'on a un blog, je dirais la première chose à faire, c'est à établir une ligne éditoriale. À partir de cela, c'est la fondation de tout blog. Alors, comment est-ce qu'on fait pour établir une ligne éditoriale? C'est savoir ce que l'on veut dire, mais surtout, et parfois c'est plus facile, de savoir ce que l'on ne veut pas dire. Donc, par exemple, on va avoir un blog et on va dire, voilà, sur ce blog-là, je dis n'importe quoi, mais on dit, je ne vais pas parler de politique. Donc, lorsque l'on va avoir des sujets sur lesquels on va écrire, on a ce filtre-là qui va se mettre en place. Et donc, on peut établir plusieurs filtres les uns à la suite des autres. Et comment est-ce qu'on va réfléchir à ces filtres? C'est en sachant à qui l'on veut s'adresser. Ok, Alors, par exemple, je donne un autre petit exemple. J'ai un site qui s'appelle le Goraphage, et lorsque j'ai créé ce site-là, j'ai voulu m'adresser à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'aspect communautaire dans les lignes éditoriales. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est que lorsque je vais réfléchir au sujet de mes articles, je vais m'assurer qu'ils peuvent être compris par le plus grand nombre de personnes possible. À l'inverse, si je voulais m'adresser qu'à une petite niche, je vais pouvoir utiliser des titres, du vocabulaire qui sont un petit peu plus spécialisés pour m'assurer que je vais bien cibler mon public. ok, donc tu veux dire que la première étape en fait de la stratégie éditoriale, ça va être définir son audience, si j'ai bien compris, On et définit son exclure audience. une audience aussi, et exclure Comme, l'audience qu'on ne veut pas. Exactement. C'est beaucoup plus simple par exemple, sur des articles tech, lorsque l'on s'adresse à des personnes qui ont déjà une certaine connaissance, dans les titres, dans les meta-titles, des métadescriptions, alors je vais expliquer ensuite ce que c'est, on va pouvoir tout de suite cibler des mots-clés. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'y connaît dans un certain domaine, lorsqu'il va taper sur Google des mots un peu spécialisés, eh bien, on va être mieux référencé que si on est trop large. Donc, ça va être la manière dont on va pouvoir affiner son audience, ce qui est extrêmement important parce que ça va éviter de disperser son énergie en tapant un peu à droite, à gauche, ce qui n'est pas le but. Ok, d'accord. Donc une fois que j'ai mis sur papier mon audience et j'ai exclu l'audience que je ne veux pas, ça va être quoi en fait l'étape suivante? Deuxième étape, eh bien, tout d'abord, trouver les mots-clés. C'est-à-dire que ça va être de savoir quels sont les termes les plus importants pour Google. Et qu'est-ce qu'un terme important pour Google? C'est un Ouais. terme qui est souvent tapé par les utilisateurs. Donc moi, j'utilise un outil très simple qui s'appelle Google Keyword Planner. Alors, c'est pas forcément le plus précis. Il y a d'autres outils qui est très connu, c'est SEMrush, évidemment. Mais avec Google Keyword Planner, on peut commencer à se faire une bonne idée des mots-clés. Alors, c'est très simple. L'avantage de Google Keyword Planner, c'est que c'est gratuit. On a simplement à dire, voilà, quels sont les mots-clés que l'on pense être le plus en utilisé. Ouais. Et Google Keyword Planner va nous dire, voilà, quelles sont les autres recherches associées. Et il suffit de regarder, par exemple, le nombre de fois où le terme a été utilisé. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est combien les gens sont prêts à payer pour un mot-clé. Je trouve que c'est Intéressant. intéressant de regarder ce petit point-là. Et donc, on se fait tout simplement sa petite liste de mots-clés. Il ne faut pas en avoir 300 000, hein,
2, 3, ça suffit pour les mettre dans son article. Donc ça, c'est la seconde étape. Une fois qu'on sait à qui l'on s'adresse, qu'on a mis sa ligne éditoriale, on cherche tout simplement les mots-clés. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va réfléchir au titre de son article. Et là, il y a des choses intéressantes, il y a même des nouvelles choses qui sont arrivées. C'est, par exemple, faire un titre sous forme de question. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire sous forme de question? C'est que maintenant, avec nos smartphones, on a des assistants vocaux comme Siri. Et lorsque l'on utilise Siri, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on pose une question. Donc, en posant une question, si on met une question dans le titre de son article, si quelqu'un recherche par Siri, c'est intéressant de se retrouver en tête de Google. Donc, ça, c'est intéressant. Autre technique, c'est les versus, c'est-à-dire, êtes-vous plus ça ou êtes-vous ou ça contre ça. Ça marche assez bien. Autre type de titre, les listes, le top 10, etc. Alors, il faut savoir qu'il faut un petit peu se méfier de cela parce que ça a été énormément utilisé. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu des clickbait. Donc, faut faire un petit peu attention. Et si c'est fait intelligemment, on peut avoir des choses intéressantes. Également, lorsque l'on veut un petit peu surfer sur des choses, on peut regarder à ce qui s'appelle BuzzSumo, qui permet un petit peu de savoir qu'est-ce qui est à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est intéressant également de voir comment on peut trouver un bon titre par rapport à une actualité, par rapport à quelque chose qui est à la mode. Également, tout simplement, on va sur Twitter et on regarde les trends, c'est-à-dire ce qui est à la mode également. Donc ça, Non. c'est quelque chose qui est intéressant à faire au niveau du titre. J'ai Donc, une petite autre question chose, pour toi. oui, Est-ce que je peux t'interrompre? oui, J'ai une petite question pour toi qui m'intéresse vraiment. Déjà, merci pour les outils. En plus, tu nous as donné vraiment des outils à jour, quoi, hein. En 2020, BuzzSumo, c'est un des outils qui est le plus utilisé par les webmarketeurs. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant. Je voulais te demander quelque chose. Est-ce que dans notre stratégie d'établir notre ligne éditoriale, est-ce qu'il faut prendre en compte la concurrence ou pas? Est-ce qu'il faut regarder ce que font les autres? Est-ce qu'il faut s'inspirer? Comment ça se passe? Ou bien, c'est super intéressant cette question-là parce qu'il y a deux stratégies. ok. Premièrement, on peut suivre ce que font les autres. D'ailleurs, c'est intéressant ça parce que c'est la même stratégie que sur YouTube. Sur YouTube, pour avoir du succès, on peut suivre ce qui est à la mode. Ensuite, l'autre stratégie, c'est de faire exactement le contraire. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire exactement le contraire? C'est pour se distinguer des autres. Donc, il y a ces deux stratégies qui s'opposent. Et là, vraiment, ça va être la manière dont on va vouloir mettre en place sa propre éditoriale. Je donne toujours cet exemple-là, qui est un exemple qui date de plusieurs décennies, mais il y a une marque américaine de beurre, plutôt de margarine, qui a un nom qui est l'opposé exact de ce qu'il faut faire en marketing. Donc, le nom de cette marque de margarine, c'est I cannot believe it's not butter. Si je traduis, je n'arrive pas à croire que ce n'est pas du beurre. Et ça fait des décennies que c'est un carton, qu'on le trouve sur toutes les étals de vente américaines. Donc, eux, ils ont fait une stratégie à l'inverse. C'est-à-dire, voilà, on ne va pas prendre une marque courte et qui les gens vont se rappeler. Ils ont pris carrément une phrase. Donc, c'est ça qui est intéressant dans une Très stratégie. original. On peut prendre le contre-pied pour se distinguer. Donc, lorsque l'on établit une éditoriale, pour être sûr de pouvoir écrire longtemps, il faut à ce moment-là que la stratégie qu'on va mettre en place, qui est liée à cela, nous corresponde. C'est-à-dire que ce soit entre guillemets le moins fatigant possible, parce que écrire un blog de manière quotidienne ou hebdomadaire, c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir parce qu'on va le faire sur le long terme. Donc, si on se fatigue trop et qu'on prend une stratégie qui ne nous convient pas, on va se lasser et c'est absolument pas l'objectif. Donc, même dans la ligne éditoriale qu'on va prendre, dans le sujet qu'on va prendre, on va s'assurer de prendre un sujet qui nous intéresse. Sinon, au bout de quelques jours, quelques semaines, on va laisser tomber. Ce n'est absolument pas l'objectif. Ok. Donc, juste, oui. Non, non, vas-y, je t'écoute. Alors, juste pour revenir un petit peu sur le titre, il y a une chose très simple, c'est la longueur du titre. Donc, il faut savoir que Google adore les mots et plus il y a de mots, plus il aime. Simplement, il ne faut pas faire des titres à rallonge. En général, ce que l'on recommande, c'est 60 caractères. On s'est rendu compte que l'algorithme de Google aimait une soixantaine de caractères.
Et autre petit point intéressant, il faut également réfléchir aux moyens de diffusion de son article sur Twitter, sur Facebook. Et moi, je me suis rendu compte avec l'usage que ces 60 caractères correspondent à la possibilité d'avoir un titre en entier sur Twitter lorsqu'on le regarde sur un téléphone mobile. Intéressant. Donc, et ce qui est intéressant, pourquoi je prends l'exemple de Twitter, pas Facebook, parce que Twitter ne permet que des titres un peu plus courts. Sur Facebook, si on ne diffuse en revanche des articles que sur Facebook, on peut prendre un petit peu plus de place. 80 caractères, c'est pas problématique. Mais en général, une soixantaine de caractères pour un titre, ça Ok. correspond parfaitement bien. Donc Ok. ça, c'est également un point intéressant, la taille du titre. Donc, une fois qu'on a son audience, sa ligne éditoriale, qu'on a établi la liste des mots-clés, que l'on a son titre, il faut également penser à la métadescription. Donc, c'est quoi la métadescription? C'est une description de l'article. Pourquoi c'est important? C'est par rapport à Google. Lorsque l'on va sur Google, que l'on tape quelque chose sur Google, on va avoir le titre, ce dont on vient de parler, le lien du site et ensuite une courte description. Bah, c'est ça la métadescription. Et il faut faire attention à ce que l'on y met parce que on va le lire rapidement et dire ah, ça parle du sujet qui m'intéresse. Autre point, ne pas hésiter à mettre une fois ou deux fois le mot-clé. Moi, je recommande une fois pour pas non plus Ok. surcharger la métadescription. Et là, toujours, combien de caractères alors là, c'est vraiment, il y a des sites, des articles entiers qui sont consacrés à ce sujet sur combien il faut mettre de caractères dans la métadescription. En général, entre 160 et 320 caractères. Actuellement, j'ai vu que c'était plutôt la mode était à 160 caractères. Voilà, si on est à 200, c'est pas dramatique. Il suffit simplement de regarder sur Google le nombre de caractères que l'on voit lorsque l'on tape une recherche. Et là, ça peut nous donner une bonne idée de ce que Google a mis en place sur son moteur de recherche en termes de métadescription. Quoi qu'il en soit, il faut que le début de la métadescription puisse parler directement du sujet. Il ne faut surtout pas mentir sur le cœur de l'article. Donc, on n'est pas là pour faire du clickbait. On va simplement dire ce qu'il est réellement écrit dans l'article. C'est une courte description et que ça donne envie d'aller un petit peu plus loin, d'en découvrir un petit peu plus. C'est un peu la bande-annonce de l'article finalement. Ah bah c'est tout à fait cela. On est en termes de bande-annonce, c'est un teaser et on doit donner un petit peu envie aux lecteurs d'en savoir un petit peu plus. Ok. Donc J'avais une petite question encore. oui, Excuse-moi. Est-ce que tu conseilles de rajouter des images dans l'article ou pas? alors oui, oui, oui et oui. Il faut mettre des images dans l'article, mais ça ne suffit pas. Il faut également mettre des tags et des descriptions dans l'image. Par exemple, si vous êtes sur WordPress, vous avez des petites lignes à remplir. Et alors moi, j'avais un blog il y a quelques années, et je mettais des images. Et je me suis rendu compte que l'immense majorité des personnes qui arrivaient sur ce blog-là, c'était via des images. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils allaient sur Google Images, ils cherchaient une image, ils tapaient quelque chose, et en fait, ils voyaient le site sur lequel était l'image, et souvent, c'était mon site. Donc, pourtant, c'était un site Blogspot à l'époque, je pense ça, il y a 15-20 ans. Oui, je disais que j'écris depuis 2014, mais j'avais fait quelques essais quand même bien avant. Et c'est en me rendant compte de cela que j'ai pris conscience de l'importance de l'image. Autre point, lorsque l'on va mettre une image, la première image de l'article, je pense par exemple par rapport à Facebook, lorsque l'on met une image sur Facebook, il faut faire attention à la taille de l'image, il faut faire attention à la manière dont Facebook ou Twitter aussi vont prédécouper l'image pour l'intégrer. Donc, il y a tout cet ensemble de facteurs sur lesquels il faut bien réfléchir. Donc, en général, moi, je prends des images de 800 par 500 à peu près. Et également, vous avez des add-ons sur WordPress qui permettent d'optimiser les images pour qu'elles se chargent plus vite. Parce qu'il y a un petit point important, c'est que la manière dont Google va fonctionner, c'est il va sélectionner les sites en fonction de la rapidité avec laquelle ils vont se charger. Donc, lorsque l'on fait une analyse, un audit SEO de son site, ça va être un point important. Alors, par exemple, sur WordPress, il y a un petit add-on qui s'appelle Imagify, qui va un petit peu passer les images du site par ce filtre-là et les optimiser pour que le temps de chargement soit plus rapide. Donc ça, c'est un point important. Très intéressant.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est un point sur lequel, moi, c'est vrai que je suis plus sur le texte, mais sur mes articles, je rajoute régulièrement des images et parfois, il m'arrive carrément de supprimer un article, quitte à retravailler l'image un petit peu pour m'assurer qu'elle passe bien et que l'image surtout corresponde à ce que raconte l'article pour pas qu'il y ait de déception. Ça, c'est ce qu'il y a de pire lorsque l'on publie un article, c'est lorsque la promesse que l'on fait ne correspond pas à la réalité. Donc Ouais, ça, c'est un aspect très important dans la manière dont on va écrire son article. ok. Donc ensuite, on va s'attaquer au sujet même, c'est la structure de l'article. Donc moi, ce que je recommande, c'est tout simplement, on ne va pas réinventer la roue, ce sont des techniques journalistiques. Ok. On va voir tout simplement donc le titre, on va voir un chapeau. Et le chapeau va un petit peu présenter l'article, ça va, Ouais. va répondre à des questions très simples, où, quand, comment, pourquoi. Donc, tous les sujets ne sont pas adaptés à toutes les questions de ce où, quand, comment, pourquoi, mais on peut quand même un petit peu commencer à y répondre. Ça va donner un petit peu le cœur de l'article dans ce chapeau. Ensuite, et puis, trop important, ça va permettre aussi de pouvoir intégrer les mots-clés. Au niveau des mots-clés, au niveau de cette partie-là, on peut mettre entre 2 et 3 fois les mots-clés dans les 100 premiers mots de son article. Donc, il ne faut pas non plus mettre 4, 5, 6 fois, surtout pas, parce que Google est intelligent et à un moment, il va se rendre compte qu'on essaie un petit peu de le flouer. Donc, il faut absolument éviter de surcharger son article de mots-clés, sinon ça serait trop facile. Mais de mettre 2 à 3 fois dans les 100 premiers mots, donc ça, ce qui inclut le chapeau, les mots-clés, c'est intéressant. Ensuite, lorsque l'on va écrire son article, il faut mettre des intertitres que l'on va mettre, par exemple, pour ceux qui sont sur WordPress, on va les mettre en taille H2. Pour Google, c'est également important de savoir ce qu'il y a dans les intertitres, parce qu'il va regarder un petit peu ce qui va se nicher dedans. On n'est pas obligé de mettre les mots-clés dans tous les intertitres Ok. pour éviter de surcharger l'article en mots-clés et toujours éviter que Google tout simplement zappe notre article, mais on peut le placer. En général, sur l'ensemble de l'article, ce qui est recommandé, c'est de mettre à peu près 1% de mots-clés pour éviter, voilà, sur 100 mots, le mettre une fois. C'est intéressant de travailler sur cela. Donc, on met les intertitres qui doivent également être pertinents. Également, sur les intertitres, on peut les faire sous forme de questions. Parce que lorsque ce qu'on appelle les crawlers de Google, c'est-à-dire ces programmes qui vont chercher sur le web les informations, Ouais. ils vont également regarder ces intertitres et les questions qu'elle pose. Et on revient à notre fameux Siri, ça peut être intéressant de bien se positionner. Alors, par exemple, si dans un titre d'article, on n'a pas mis de questions, parce qu'il n'y a pas d'obligation, hein, eh bien, on peut éventuellement le mettre dans les intertitres. Donc ça, c'est également une manière de le faire. Ensuite, toujours dans la structure de son article, on va éviter de faire des phrases trop longues. Alors, lorsque l'on écrit un premier jet, on a tendance un petit peu parfois à faire des phrases longues. Ce n'est pas un problème. On peut ensuite les redécouper. Et ne pas hésiter à mettre des mots de liaison, comme ainsi ou malgré cela, etc., etc. Donc, il y a tous ces ensembles de mots. Alors, ceux qui utilisent un programme qui s'appelle Yoast sur WordPress comprendront de ce dont je parle parce que là, on est en termes de lisibilité de l'article. Ouais. Donc, ça va permettre de fluidifier la lecture de l'article. Donc, pas de phrases trop longues, également éviter que plusieurs phrases affilées commencent par le même mot. Donc, ça aussi, c'est des choses à éviter. Donc, ça nécessite un petit travail d'écriture pour s'assurer que l'article reste fluide, qu'il y ait des mots de liaison, etc., etc. Donc, on reste dans un article qui doit être agréable à lire, même s'il est focalisé sur le SEO, donc Search Engine Optimization. Donc, Ok. on a tous ces éléments. Donc, là, je répète un petit peu. Avoir une éditorial pour cibler le bon public. Donc, chercher ces mots-clés sur Google Keyword Planner ou BuzzSumo pour avoir les bons sujets. Travailler son titre avec 60 caractères. Travailler sa métadescription. Mettre les mots-clés
sans exagérer, donc aux bons endroits. Donc, en général, je recommande être 2 à 3 fois dans les 100 premiers mots. Et 1% de l'article doit être de mots-clés. Faire des phrases relativement courtes. On ne demande pas des phrases trop courtes, hein. Mais voilà, il ne faut pas faire des phrases à la Proust qui font des lignes et des lignes. Et donc, mettre des intertitres. Ensuite, le dernier point, c'est combien de mots pour un article. Euh, Google aime le contenu. Donc ça, il faut savoir. Google adore le contenu. Donc, plus ça va être grand en termes de pagination, plus Google va aimer. Simplement, ça ne veut pas dire pour autant qu'un article de 300-400 mots ne va pas fonctionner. Il faut bien se mettre en tête qu'on ne va pas tirer sur la corde pour arriver à du 1200, 1700 mots pour rien. C'est-à-dire, on sent tout de suite un article qui essaie de tirer en longueur. Je vous donne un exemple qui m'avait fait beaucoup rire. Il y avait écrit dans un article « La lionne qui est la femelle du lion ». Et là, tu comprends tout de suite qui est la femelle du lion. C'est juste pour ajouter des mots dans l'article. Donc voilà, on essaie d'être intelligent sur la manière dont on va écrire et que ça fasse sens. Puis, il faut aussi que l'article puisse répondre à la promesse qu'il fait. Le titre et la description, il faut que les gens se disent à la fin de l'article, OK, j'ai eu ce que je voulais, pour une raison très simple. C'est que, premièrement, on peut avoir des partages. Donc, ça, c'est un point très intéressant. Pouvoir avoir un article de partager, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut savoir qu'en termes de marketing, le fait d'être référencé ou conseillé par quelqu'un de proche, c'est ce qui est de mieux. C'est dans tous les domaines, hein. Par exemple, si un vendeur vous vend un voyage, c'est très bien. Si un ami vous dit, voilà, ce voyage, je l'ai fait, il est très bien, c'est 10 fois mieux. Donc là, ça va être la même chose. Donc, lorsque l'on fait un article de qualité et qu'il est repartagé, on est gagnant, c'est beaucoup mieux que Google. Mais Google, ça va être la première approche pour avoir accès à son audience. Si je peux me permettre une petite remarque, c'est marrant parce Oui, que Facebook aujourd'hui marche de la même manière depuis 2016. Ils ont changé leur algorithme. Aujourd'hui, Facebook considère que votre contenu est le meilleur si vous avez beaucoup de partages et beaucoup de commentaires. Donc tout à c'est fait. marrant que les robots finalement fonctionnent de la même manière, peu importe les plateformes. Ah, tout à fait, parce que en fait, le robot tente d'imiter euh, un comportement. S'il se rend Ouais, compte que les comportements naturels fonctionnent, et ben, dans toute logique, ils vont adapter leurs algorithmes pour les copier. Les robots ne sont pas méchants, ils sont simplement en train de copier ce que font les humains. Si ce que font les humains c'est bien, eh ben, ils veulent le faire. Si ce qu'ils font de mal fonctionne malheureusement aussi, ils veulent le faire aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est ni bien ni mal. On est simplement en train de voir ce qui fonctionne le mieux. Et le référencement, le partage, je dis référencement, il y a plus le référencement Google, mais également c'est référé par un ami, par quelqu'un de proche, quelqu'un de sa liste d'amis ou que l'on suit sur Twitter. Donc voilà, c'est une sorte d'écosystème qui allie Facebook, alors Facebook par le référencement des amis, Google par le moteur de recherche, bon, et qui se mêlent ensemble pour optimiser la manière dont son article va être diffusé. ok, super. C'est vrai que enfin, c'est une question qui revient souvent de la part de mes clients ou de la part des indépendants. On a l'impression que c'est un travail de titan, c'est vraiment une montagne de créer un article, etc. Mais finalement, on se rend compte que c'est juste une histoire de méthode. Et Ah oui, une fois qu'on a la méthode, c'est beaucoup plus simple. Il ne faut pas se retrouver face à une page blanche et dire qu'est-ce que j'écris. Premièrement, on va remplir des cases. On se fait même un petit tableau Excel. On dit voilà, ça va être qui je vais viser. Je vise public X. Maintenant, de quoi j'ai envie de parler avec ce public-là? Bon, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, je vais aller sur Google Keyword Planner. Je vais taper mon sujet pour voir ce que l'on en dit. J'ai mes mots-clés. Et en fait, une fois que l'on commence à construire son sujet, ça coule tout seul. Au début, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais une fois qu'on a mis en place la méthodologie, il y a des choses qui se font tout seuls.
On comprend par exemple comment va fonctionner la lisibilité des gosses. On n'a pratiquement plus besoin de l'utiliser parce qu'on sait exactement comment ça va fonctionner. Donc, bien sûr, Google qui va planer le garde toujours. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est s'entraîner. Il prend un petit peu de temps, mais comme tu l'as dit, ce n'est pas du tout insurmontable. Loin de là, on ne nous demande pas de faire de la littérature. On n'est ni Victor Hugo, ni Zola, ni Proust. On essaie simplement d'écrire quelque chose qui a un intérêt, qui nous intéresse. Également pour les, je parle en particulier parce que je travaille beaucoup sur ça, les blogs professionnels. Donc, pour les entreprises, parfois on peut se retrouver face à des sujets qui peuvent nous paraître fastidieux. Une fois qu'on applique cette méthodologie, c'est beaucoup plus simple. On commence à y trouver les points d'intérêt, les points d'accroche, les phrases qui peuvent fonctionner. Donc, c'est une question de méthodologie tout simplement. Donc, il ne faut pas se laisser décourager, même sur un blog personnel. Le point le plus important, c'est faites quelque chose qui vous intéresse. Alors, vraiment, c'est le seul moyen d'y arriver. Moi, je tiens un blog depuis le site depuis 2018, Ok. où j'écris quasiment tous les jours dessus. Donc, il faut le nourrir. Si on prend quelque chose qui ne nous amuse pas, c'est un gros problème. Ça, je parle pour les blogs un petit peu personnels. Pour les blogs professionnels, on applique la bonne méthodologie et on fonctionne avec cette méthode-là. Hmm. Et finalement, moi, ce que j'ai retenu aussi des astuces d'aujourd'hui, que vous n'avez pas, c'est que finalement, la meilleure des méthodes, ça reste quand même la créativité. Ah oui, alors c'est essentiel la créativité. Et comment être créatif, bah, c'est surtout mettre à plat toutes ces idées, même celles que l'on pense les plus bêtes. Et il y a une chose, c'est écrivez absolument toutes vos mauvaises idées. Hmm. Euh, parce que lorsqu'on garde les mauvaises idées en tête, on n'arrive pas à faire émerger des bonnes. Donc, même une idée qui vous paraît idiote, stupide, qui n'a aucun sens, écrivez-les. Parce qu'une fois que vous les aurez sous les yeux, vous pourrez peut-être, c'est un peu comme on cherche de l'or dans un tas de boue. Il faut un petit peu être orpailleur pour ça. Donc, et là, la créativité va monter. Ne pas hésiter à laisser un petit peu son esprit un peu Ouais, vagabonder attendez. pour trouver. Et surtout, un autre point très important, lorsque vous êtes sur une idée et que vous n'arrivez pas à en voir le bout, lâchez-la. Parce qu'on peut perdre énormément de temps à se focaliser sur une idée. Et si au bout d'un moment, vous n'avez pas trouvé la bonne accroche, c'est que ce n'est pas la bonne idée. Donc parfois, et c'est parfois un petit peu le problème au début, de laisser tomber une idée qui nous paraissait bonne et d'aller sur autre chose. Et puis aussi un autre élément, ce qu'on appelle en anglais think outside the box, c'est réfléchir en dehors de la boîte, en dehors des conventions, ce qui est un élément extrêmement intéressant. Et pour cela, c'est mettre en place des mauvaises idées. C'est aussi quelque chose d'intéressant parce que parfois une mauvaise idée, elle peut être mauvaise parce qu'on va être dans un certain cadre. En revanche, lorsqu'on se libère un petit peu de certaines conventions, ça peut être une excellente idée. Donc, et qui peut être surtout réutilisée plus tard. Donc, parfois, lorsqu'on a une idée pour un article qui ne paraît pas assez bonne, on la met sur le papier, on la laisse reposer quelques jours, quelques semaines. Parfois, on va la reprendre, on va la voir, on va dire, en fait, effectivement, c'était nul. Et parfois, on va la revoir, on dit, ah, j'étais pas exactement sur le bon point, mais là, entre-temps, il m'est venu une petite idée pour l'améliorer. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant en termes de créativité. Donc, moi, c'est vraiment sur ça que je travaille énormément. C'est sur le contenu créatif. C'est quelque chose qui me passionne. C'est comment prendre un contenu pour s'assurer que les gens retiennent l'article. Souvent, ça fonctionne par une punchline très intéressant que les gens voient un titre et disent ah, ce titre-là, il me parle. Ce titre-là, je le trouve marrant. Ce titre-là, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin. Et lorsqu'on va écrire l'article, il faut aussi que la dernière phrase, il y ait une punchline. Parce que même si l'article, on va dire, est sympathique sans plus, la dernière phrase, on va dire ah, ça valait la peine d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est les petites recommandations en termes d'écriture pure, au-delà de la structure même de l'article. Ok, super, super, super. Bah, écoute, on a vu vraiment plein d'outils aujourd'hui.
Vraiment, je suis très reconnaissant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous apprendre à structurer nos articles. J'ai appris vraiment beaucoup de choses, notamment sur la recherche vocale Mm. et bon, plein d'autres outils comme on a dit BuzzSumo, comme Google, comment tu as Keyword dit? Planner. Google Et Keyword Google Planner, Planner. l'éditeur de mots-clés. Et voilà, j'espère qu'on fera d'autres émissions ensemble. On rappelle à tout le monde que tu es journaliste, que tu es professionnel dans le rédactionnel et surtout dans le rédactionnel dans le référencement naturel, quoi. Fournir des articles qui Tout à permettent fait. finalement à référencer nos contenus. Donc, on va mettre aussi tes coordonnées aussi en dessous de la vidéo pour les personnes qui voudraient éventuellement Tout travailler. à fait. Là, je suis en train de refaire, parce que j'avais un site portfolio Ouais, que je suis en train de refaire actuellement à neuf. ouais, Donc, pour que les gens aient une petite idée des sujets sur lesquels j'ai travaillé, et en français et en anglais, hein. Je travaille sur les deux langues. c'est bon à savoir. Et puis voilà, et puis sinon, on mettra toutes mes coordonnées en lien. Si vous avez des questions, si vous avez des projets, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Nicolas. Et ben, je te dis à très, très bientôt. À très très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Ouais.